Bienvenue dans la deuxième et dernière partie de la base. Changement total de sujet, on va maintenant parler féminisme. Féminisme au pluriel à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes demain. On va en parler avec Irène Koffer et avec Amal Tahir. C'est tout de suite dans la dernière partie de la base. Et puis on va en parler aussi avec vous, le chat qui est toujours avec nous. N'hésitez pas, comme d'habitude, évidemment, à prendre part à nos discussions, à vous poser nos questions. On y reste attentif et on veillera à y répondre tout au long de nos discussions. Et puis de nos discussions, là ce soir, elles vont être guidées, ces discussions, par une question centrale. Y a-t-il plusieurs féminismes finalement ? On va s'intéresser un petit peu à ce que ça veut dire le féminisme, les féminismes. Et si on en parle ce soir, c'est parce que demain nous sommes le 8 mars. Et le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Donc on pourra en discuter là ce soir dans la base. Nous avons la chance d'accueillir deux invités ce soir. D'abord à ma gauche, Irène Koffer, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Mais merci de m'avoir invité. C'est ta première expérience sur Twitch ? Si c'est Twitch, oui. Ah oui, parce que c'est souvent la première expérience de nos invités. Oui. C'est un média participatif qui nous permet d'être en interaction avec le chat, comme je le disais. Mais donc merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On va faire un petit peu les présentations aussi après. Mais avant cela, je salue notre deuxième invité, Amal Tahir. Bonsoir, comment ça va ? Bonsoir, très bien, et vous ? Très bien. Oui, on s'est dit juste avant là, de faire tourner la caméra qu'on allait tous se tutoyer. Donc voilà, pas de secret entre nous. Ouais. Voilà, maintenant on se tutoie tous, comme ça c'est dit. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci à toi. C'est ta première expérience sur Twitch également ? Je connais Twitch, mais c'est la première fois que je participe, oui. Ah, bon ça va. Pour l'instant, vous êtes toutes les deux sur un pied d'égalité. Première participation sur une émission Twitch. Donc merci beaucoup, je le disais, d'être avec nous ce soir. On va donc discuter, on va préfacer un petit peu cette journée internationale des droits des femmes qui se tient demain. Mais avant ça, comme on aime bien le faire aussi dans la base, on va faire un petit peu connaissance avec vous pour les personnes qui nous suivent, qui ne vous connaîtraient peut-être pas déjà. Déjà de ton côté, Irène Koffer, tu es donc une militante féministe depuis de nombreuses années, si je ne m'abuse. Très nombreuses, ouais. Depuis combien de temps à peu près ? Depuis les années 70, 1970. Donc vraiment depuis le début de ce qu'on a appelé la deuxième vague du féminisme en Belgique. Ouais, on en parlera d'ailleurs de ces différentes vagues du féminisme. Et tu es aussi écrivaine, c'est ça ? Tu as écrit des livres, des romans. Tu as aussi collaboré pour différents médias comme Axel Mag, comme le magazine Politique aussi, c'est ça ? Oui. J'écris de temps en temps dans la revue Nouvelle aussi. Donc oui, je collabore à une série de revues et de magazines. Comment tu te définis ? J'ai publié un roman, mais qui n'a rien à voir avec le féminisme, qui s'appelle 10 boucs. Voilà, comme ça, on a fait un peu de pub aussi. Bien sûr, c'est important de le faire aussi. Alors, mais du côté féministe aussi, donc j'ai écrit un livre d'entretien avec la philosophe féministe Françoise Collin, donc un livre qui s'appelle Parcours féministe, où je l'interroge. Donc c'est surtout elle qui parle, mais c'est un échange entre nous deux. Donc ça, c'est plus dans la série féministe, disons, de ce que j'ai écrit. Comment tu te définis d'une manière générale par rapport au féminisme ? Parce que je disais, tu es une militante féministe, mais est-ce que c'est un terme qui te convient aussi, ou est-ce qu'il y a un autre terme ? Non, ça me convient tout à fait. Je me présente comme ça. Enfin, moi, j'ai tendance maintenant à me présenter un peu comme un couteau suisse du féminisme, parce que c'est vrai qu'on m'interroge sur toute une série de sujets. Alors, certains, je connais, d'autres, parfois, je ne connais pas. Quand parfois, on m'interviewe sur la maternité, franchement, je n'y connais absolument rien. Enfin, à part que j'ai été la fille de ma mère, mais sinon, c'est pas vraiment mon sujet. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, depuis les années 70, donc, j'ai quand même acquis une certaine reconnaissance qui fait qu'on m'interroge parfois sur n'importe quoi. Alors maintenant, oui, je me définis comme féministe, mais effectivement, comme tu disais tout à l'heure, comme il y a plusieurs féminismes, j'imagine qu'on va en parler, mais je me définis aussi très clairement comme féministe intersectionnelle. On va un terme aussi évidemment définir. Très important, oui, tout à fait, on en parlera. Mais c'est très important, surtout maintenant, avec tous les côtés, sur la cancel culture, le wokisme, tout ça. On en parlera. Et tu as travaillé aussi pour la SBL Garance ? Oui, j'ai travaillé, j'ai terminé ma carrière, puisque je suis pensionnée. C'est difficile de me dire que je suis pensionnée, parce que je fais toujours autant que ce que je faisais avant, sauf que ce n'est plus professionnel. Mais donc j'ai terminé ma carrière professionnelle à la SBL Garance, qui fait qui travaille sur la prévention des violences faites aux femmes. C'est ça, qui lutte contre les violences de genre. Oui, d'accord, très bien. Merci pour ces présentations. Si on a oublié certaines choses, en tout cas, évidemment, on les mentionnera au fil de nos discussions, oui. Bien sûr, ce n'est pas un souci. Et donc, à ma droite, Amal Tahir, également militante féministe. En tout cas, si
Comment tu te définis finalement ? On va faire un peu la même chose avec toi. Comment est-ce que tu te définis toi Alors en fait moi de base j'étais étudiante sage-femme et donc c'est un métier dans lequel on est très proche des femmes du coup comme c'est un milieu gynécologique et d'accouchement quoi. Et en fait en étant auprès de ces femmes j'ai remarqué toutes ces violences qu'elles pouvaient subir à l'accouchement, mais en fait on se rendait compte que c'était des comportements assez rythmés en fait dans le quotidien tout simplement. Et du coup j'ai ouvert un compte Instagram, donc de base, il s'appelle Inside Woman et après, maintenant, c'est Amal Taher. Et du coup, c'est un compte Instagram où je partageais sur l'éducation sexuelle et gynécologique parce que je partais du principe que c'est difficile d'avoir le pouvoir si on n'a même pas le pouvoir de notre corps et de nos connaissances, quoi. Le savoir, c'est le pouvoir, ça, c'est ce qui, moi, m'anime en tout cas. Et en commençant à partager, c'est comme ça que je suis devenue, militante féministe parce que je me suis rendu compte que le problème, il ne s'arrêtait pas en salle d'accouchement, mais qu'il était bien plus répandu que ça, quoi. Mais c'est vrai que toi, c'est important de le mentionner, tu es très active sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram. C'est ça. D'ailleurs, je pense qu'on a quelques... en tout cas, j'allais dire quelques fans, mais c'est sûrement pas le bon terme, des personnes qui te suivent en tout cas, qui sont là dans le chat. Voilà, ta communauté, pardon, qui est là dans le chat et qui se manifeste. Merci à vous, bienvenue à vous dans la base. Ah, beauté. Mais donc voilà, on le disait, donc toi tu es surtout active sur Instagram, mais tu as aussi écrit des livres, plusieurs livres. Ton dernier livre d'ailleurs est sorti, je pense, en novembre 2021. C'est ça. Le guide du self-care, c'est ça ? C'est ça, exactement. Donc j'ai sorti un premier livre, Bien dans ma tête, bien dans ma culotte, et lui donc c'est un mix entre confiance en soi, féminisme et éducation sexuelle et gynécologique. Et à côté de ça, c'est aussi j'ai sorti un deuxième livre qui n'a rien à voir avec le féminisme, enfin rien à voir d'un point de vue militant, politique, mais plutôt le pouvoir personnel en fait. Donc oui, c'est un peu relié toujours à l'empowerment féminin en fait. En tout cas, vous vous revendiquez toutes les deux, tant mieux comme féministes, et ça tombe bien puisque c'est ce dont on va parler ce soir de féminisme, et parce que je le disais, je l'introduisais au tout début de nos discussions, demain c'est le 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Pour entamer nos discussions là-dessus, j'aimerais vous poser une première question, et la même à toutes les deux, Amal Taher et Irène Koffer. Peut-être en commençant par Amal Taher, c'est toi Amal qui avait la parole là dernièrement, ça représente quoi pour toi cette journée du 8 mars demain ? En fait, pour moi, c'est pas du tout ce que les gens pensent. La journée de la femme, des réductions, on nous offre des fleurs et tout. Je vais avouer qu'il y a 3-4 ans, je le savais pas du tout. Enfin, pour moi, les gens ils disaient journée de la femme et je répétais oui, la journée de la femme. Mais en fait, depuis quelques années, cette journée, elle m'alimente une colère, personnellement, dans le sens où, ça m'énerve qu'on croit que c'est la journée de la femme, en fait, parce que maintenant, c'est bon, on l'a dit partout. Voilà. Moi, j'estime qu'en 2022, pour beaucoup de gens qui veulent pas savoir, c'est qu'ils ils le font exprès, mais ils s'ouvrent pas à l'éducation féministe parce que on le répète partout. Comme tu le disais, je suis créatrice de contenu sur Instagram et moi et beaucoup d'Instagrammeuses dans la même vibe que moi, on est contre les promotions, genre c'est pas une journée shopping, etc. Pour moi, elle représente encore une fois, les femmes vont encore être en grève demain, on le sait, il y a la manifestation, parce que justement nos droits ne sont toujours pas respectés. Parce que le mot droit il est important, parce que c'est vrai que certains disent journée de la femme, mais en effet, l'appellation officielle, et il y a un terme qui est important, c'est le terme droit, c'est la journée internationale des droits des femmes. C'est important de le mentionner. Pour toi, Irène Koffer, qu'est-ce qu'elle représente cette journée-là du 8 mars ? Oui, d'abord, je voudrais dire que bravo de dire la journée internationale des droits des femmes, parce qu'on entend tout, quoi. Il y a une année où j'avais fait une espèce de bêtisier du 8 mars, parce qu'il y a la fête de la femme. Alors, il y a la journée, ceux qui font un effort pour dire des femmes, qui disent du droit des femmes. Ça me fait rire, comme si elle n'avait qu'un droit. C'est peut-être celui de se taire, mais bon. Parfois, il y a aussi des droits de la femme. Oui, il y a des droits de la femme, il y a du droit des femmes. Alors, pour arriver à des droits des femmes, c'est reposant d'entendre ça, parce que je suis sûre que demain, ça va recommencer. Et qu'on va pouvoir aller dès le grand matin. Ne faisons pas l'erreur ce soir. Donc ce soir, c'est parfait. Alors qu'est-ce que ça représente ? Alors, on peut se dire pourquoi une journée en disant et les 364 autres, 365 les années bissextiles. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce que c'est la journée de l'homme ? Ou des hommes, d'une certaine façon, oui. Donc je crois que ça a un côté symbolique. C'est qu'au moins ce jour-là, on en parle. Alors on en parle parfois n'importe comment. J'ai un grand souvenir de la RTBF qui, à l'occasion d'un 8 mars, avait invité Diane Ducret qui a écrit « Femme de dictateur ». Je trouvais vraiment que c'était le sujet, déjà femme de, et en plus femme de dictateur. C'était vraiment une façon de rendre hommage, ou fémage, comme on dit maintenant, aux femmes. Et donc,
il y a quand même eu une évolution hein, que je vois très nettement, probablement depuis le mouvement MeToo. Il y a un regain. Ah ouais. Alors, c'est pas tellement qu'il y a un regain du féminisme, mais il y a un regain de l'écoute. Au féminisme, ça a arrêté d'être une grosse plaisanterie. Donc on peut espérer que cette année, le bêtisier sera plus réduit. On a déjà vu effectivement sur les fleurs, des séances de maquillage, les réductions, tous ces trucs-là. Donc je crois que cette journée a un sens parce que ça permet de parler d'un sujet. Mais bien entendu, les luttes pour les droits des femmes, c'est tous les jours. Et c'est important de mentionner aussi que cette journée-là, elle avait été instituée par l'Organisation des Nations Unies, par l'ONU, depuis 1977. Exactement, oui. Elle a toujours été, est-ce qu'elle a toujours été importante ou pas, cette journée-là, ou est-ce qu'au début c'était une journée qu'on ne connaissait pas trop? Est-ce que c'est devenu un symbole important ou... Mais en fait, en Belgique, pendant très longtemps, plus que le 8 mars, il y avait le 11 novembre, qui était une journée nationale des droits des femmes. Et c'est le 11 novembre tout à fait par hasard, oui. C'est pas parce que c'est l'armistice. C'est l'armistice, ce n'est pas pour ça. Mais en 1972, il y a eu une première journée des femmes qui avait été organisée dans la vague féministe. C'était le seul jour où Simone de Beauvoir était libre. Et donc, Simone de Beauvoir est venue à Bruxelles. Et j'adore dire que j'ai vu Simone de Beauvoir, en vrai. Et comme elle était libre ce jour-là et que c'était un jour férié, il y a eu une grande réunion, mais on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait autant. Il y a eu entre 8 et 10 000 femmes qui se sont réunies, ce qui fait rêver aujourd'hui, dans un local qui était vraiment beaucoup trop petit. Et après, tous les 11 novembre, pendant des années, il y a eu quelque chose. Alors bon, c'est devenu beaucoup moins important, mais du côté néerlandophone, ça continue à être le 11 novembre. Donc il y a tous les 11 novembre, dans une ville différente, une réunion sur un thème. Alors ça change chaque année. Et plus ça que le 8 mars. Le 8 mars, c'est plus une manifestation... des manifestations, une grève depuis 2 ans, ouais. Après l'exemple espagnol où ça a été un grand succès. D'ailleurs, demain, journée de manifestation, de grève, est-ce que vous irez? Est-ce que vous allez vous joindre à des manifestations? Comme toujours, oui. Ouais, tous les 8 mars. Tous les 8 mars et toutes les autres manifestations. Oui. Enfin, généralement, moi, pour les manifestations féministes, j'y vais tout le temps. C'est important pour moi d'y aller. Quoi. Okay, oui, okay. Il y a le 25 novembre aussi qui est la journée contre les violences faites aux femmes, où il y a aussi une manifestation, donc on manifeste beaucoup. Oui. Au-delà de la journée de demain et puis de certaines revendications qui peuvent être posées, ce qui est intéressant aussi, c'est les manières d'exprimer ces féminismes aujourd'hui. C'est aussi pour ça qu'on voulait en parler ce soir, qu'on voulait se servir de la journée de demain pour parler de cela, de l'expression de son combat féministe finalement dans la vie de tous les jours. J'aimerais pour ça commencer un peu avec toi aussi, Amal. Toi, on le disait en t'introduisant un petit peu, en te présentant, ta manière d'exprimer ton féminisme, de porter ton combat, c'est via les réseaux sociaux, parce que c'est un outil qui est devenu, et on l'a vu, hein, tu parlais déjà de MeToo par exemple, c'est un outil, on s'en est rendu compte, pour la cause féministe, qui est devenu hyper important, quoi, ultra puissant comme outil. Bien sûr. Bah oui, sur les réseaux sociaux, en fait, il y a tellement de comptes féministes, il y en a déjà beaucoup maintenant, et ça fait que grandir. Et en effet, oui, c'est clairement un moyen d'outil qui nous permet de s'exprimer, de se sentir moins seul aussi sur des choses qu'on peut vivre. Oui, c'est clairement un outil pour moi fondamental. En fait, ça évolue avec la société et aujourd'hui, Instagram, TikTok, enfin tout ça fait partie clairement du féminisme pour moi. On l'a vu aussi à un moment, là récemment, avec le mouvement Balance ton bar qui avait pris une très grande ampleur sur les réseaux sociaux, totalement. Que les réseaux sociaux avaient permis une libération de la parole. Comment est-ce que tu as vu ça? Avec quel regard tu as vu ça, Irène Koffer, cette libération de la parole sur les réseaux sociaux, qui est quelque chose de finalement plutôt récent, que tu ne connaissais pas au début de ton combat dans les années 70 Ah oui, les réseaux sociaux, ça n'existait pas, on se débrouillait quand même. Ça me dérange toujours un peu quand on parle de libération de la parole. Je crois que c'est surtout la libération des oreilles. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui étaient dites parce que les femmes le vivaient, simplement ce n'était pas entendu. Donc comme ce n'était pas entendu, il y avait une femme qui parlait et puis les autres se taisaient parce qu'elles voyaient comment c'était reçu, que c'était reçu par des moqueries ou par le silence au mieux, ou alors par le retour de bâton. Parce qu'effectivement, il y a aussi un mouvement masculiniste qui n'est pas très important, mais qui dans les médias a quand même une certaine place. Et donc, les femmes se taisaient ou parlaient entre elles. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'effectivement, on les écoute. Et tous ces mouvements-là, comme Balance ton bar ou Balance ton folklore, je trouve que c'est une reprise qui est vraiment importante
chez les jeunes. Enfin, moi, je suis très enthousiaste par le fait qu'il y a un féminisme jeune. D'ailleurs, je t'avais dit quand tu m'as invité, Oui. je t'ai dit, je veux bien venir, mais je ne veux pas être Parler à la la place des représentante d'un féminisme qui n'est pas ringard pour autant, hein, mais quand même qui est les vieilles féministes qui continuent jusqu'à la tombe à être féministes, là, jusqu'à la maison de retraite. Mais que c'était vraiment important d'inviter des jeunes et de leur donner la parole. Et je trouve vraiment qu'il y a actuellement une espèce de renouveau. Avec le problème, c'est que ce renouveau, parfois, ne connaît pas trop ce qui s'est passé avant. Donc, je crois qu'il y a un gros problème de transmission dans les mouvements féministes, mais c'est aussi notre faute, c'est qu'on n'a pas su le transmettre. Hein. Donc, effectivement, je crois que le contact qu'on peut avoir avec justement ces mouvements de jeunes, c'est très, très important. Ouais. Autour de la libération de la parole sur les réseaux sociaux, et notamment avec Balance ton bar, il y a certaines critiques qui parfois disaient que cette libération de la parole pouvait aussi, avec les réseaux sociaux, les rendre des espèces de tribunaux populaires, comme ça, où certaines personnes pouvaient être accusées, jetées en pâture sur les réseaux sociaux, du côté des agresseurs, en tout cas. Fallait pas violer, quoi. Ouais. J'ai envie de dire. Est-ce que ça... C'est le mot à l'envers. Est-ce que ça, vous l'entendez ou pas, ou Pas du tout. Qu'est-ce que vous dites, du coup, par rapport à ça? Pas du tout. En fait, il faut savoir qu'au niveau de pourcentage, là, je ne l'ai plus en tête, mais ça existe, les fausses accusations. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est que quand on parle de viol, de misogynie, enfin bref, on parle de tout ce patriarcat-là, c'est toujours dans les questions, oui, mais il y a quand même des faux... Enfin, en fait, je trouve ça ouf qu'on... Genre, autour de milliers de femmes violées, même plus, je dis milliers, mais milliers et milliers, on retrouve toujours le petit mec qui avait rien fait, mais c'était faux. Alors oui, en fait, ce qui a été démontré par Fate Féminisme, donc c'est un compte Instagram de droit féministe, elle expliquait en fait que en réalité, mentir sur un viol, ça n'apporte rien. Parce que déjà, de base, on sait que les punitions au niveau du viol, c'est... on t'enlève ton téléphone pendant une semaine, limite, au vu de ce qui se passe. Ou bien, voilà. Donc, en fait, en réalité, il n'y a pas vraiment... Tu gagnes quasi rien. Donc, oui, ça existe. C'est un fait. C'est sûr que ça existe, comme plein de choses existent. Mais je trouve que c'est excessif dans un débat féministe de toujours trouver le moyen de caler un... Oui, mais il y a quand même des gens qui mentent. Alors, comme dans tout, mais il reste qu'il y a des milliers de femmes qui se sont fait violer, quoi. Mais même sans dire que quelqu'un ment, est-ce qu'il y a un risque que ça puisse remplacer la justice l'existence des réseaux sociaux, la libération de la parole, ou est-ce que c'est finalement quelque chose de très complémentaire avec le fait aussi de porter plainte ensuite? C'est complémentaire, mais c'est une forme de justice aussi, je trouve. Personnellement, quand je vois, cet artiste-là est un violeur, etc., je me dis pas, oh, le pauvre, on le voit, même des gros artistes qui ont été accusés d'agression sexuelle, même belges, même français, au jour d'aujourd'hui, ils se portent comme des charmes. Au final, il n'y a pas eu de... je veux dire, ils se portent très bien, quoi. Il y a pas... Je veux dire, c'est que, non, ça remplace pas la justice, c'est que ça met en garde, en fait. Ça met en garde sur... si toi, il te drague, sache qu'il a ça en background. Donc non, je trouve pas que ça remplace, la justice sur une certaine forme. C'est que... On fait quoi, alors? On continue de se faire violer et plus personne dit rien. C'est qu'à un moment donné, quand... les personnes qui ont le pouvoir n'agissent pas, on est obligé d'agir. C'est être à la place de la justice, ça serait genre les mettre en prison. C'est pas ce qu'on fait, c'est que on crée une prison un peu sociale au final sur certains... il y a plein de meufs qui vont se dire ce mec-là, je vais jamais aller le draguer, c'est un violeur. Mais en fait, on protège les nôtres, quoi, tout simplement. Donc, c'est comme un contre-pouvoir, en fait. Ouais, c'est ça. Mais moi, je voudrais quand même ajouter une chose, c'est que si la justice faisait son boulot... on ne devrait peut-être pas passer par là, mais qu'encore maintenant, des femmes qui vont porter plainte, comme tu disais, il n'y a pas beaucoup de condamnations par rapport aux plaintes. Et il n'y a déjà pas beaucoup de plaintes par rapport aux femmes qui sont agressées sexuellement, mais c'est aussi parce qu'elles sont mal reçues. Encore maintenant, même s'il commence à y avoir des formations, des policiers, des juges, encore maintenant on demande à une femme comment elle était habillée, si elle n'a pas pris des risques, si elle n'a pas provoqué, si elle n'a pas invité un homme chez elle. Et donc, il y a toujours cette suspicion-là. Donc effectivement, porter plainte pour viol, celles qui le feraient faussement, franchement, on se demande pourquoi, parce que c'est tellement lourd. Comme réaction en face. Donc effectivement, la justice ne fait pas son boulot. Et tu parlais justement là de ces soucis de parfois la remise en question de la parole des victimes. Comment est-ce que c'est possible qu'aujourd'hui, avec aussi, on a l'impression, justement une libération de la parole sur les réseaux sociaux qui entraîne aussi quand même une éducation, quand même, peut-être du niveau général de la population par rapport à ces questions-là et ces problèmes-là. Comment est-ce que c'est possible? Et après tant d'années, toi, quel regard tu portes aussi là-dessus, qu'on n'arrive pas encore, finalement, à franchir totalement le cap, à franchir le pas de... oui, quand une victime arrive et raconte son témoignage de viol, par exemple, on ne doit pas le remettre en question, quoi.
il y a un exemple, alors je n'ai pas suivi l'actualité il y a quelques jours, mais en tout cas, il y a quelques jours encore, le serveur qui avait été accusé, le premier serveur qui a été accusé dans Balance ton bar, il y avait toujours aucune poursuite, il y avait toujours rien. C'était quand même, il y a, tu me diras peut-être, il y a des mois, déjà. 4-5 mois. Voilà, il y a 4-5 mois, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, il n'y a toujours rien eu. Donc effectivement, si on laisse passer ça, alors comment ça se fait? Mais je crois qu'il faut poser la question à ceux qui ne font rien. Je crois que c'est vraiment une bataille à mener, et le fait d'accuser les femmes de fausses allégations ou d'utiliser une espèce de tribunal populaire, c'est vraiment de la mauvaise foi, quoi. Mais c'est pas désespérant? Tu trouves pas ça désespérant que les choses n'avancent pas assez rapidement ou... Bah écoute, si on devait désespérer, je crois que moi, depuis le temps, j'aurais déjà beaucoup désespéré. Alors c'est vrai qu'il y a des moments où il y a une montée du mouvement et de l'écoute aussi. Puis après, il y a une espèce de backlash. Mais je crois que maintenant, il y a de nouveau, je disais après MeToo, il y a de nouveau un retour avec des jeunes féministes qui font un tas d'actions. D'ailleurs, moi, dans les années 70, ce que j'ai le plus... Bon, j'ai participé à beaucoup d'actions, mais ce que je trouvais le plus génial, c'était des actions... des vraies actions, hein, c'est-à-dire qu'on intervenait. On a, par exemple, une fois saboté une élection de Miss Belgique à 10. Donc, vraiment, les activistes... et c'est quelque chose que je retrouve maintenant, comme ces femmes qui collent... la nuit, les collages féministes qui dénoncent des féminicides. Donc, tout ça... c'est vraiment un renouveau. Cela dit, effectivement, on peut désespérer quand on a vu... Enfin, moi, un des trucs les plus fous que je trouve, où là on se dit, il y a du boulot, c'est l'homme qui a tué sa femme et ses 2 enfants à Rouen. Le fait que des médias sérieux, style Le Soir, ont osé parler de suicide altruiste. Le mec qui tue sa femme à coups de hache. Et ses enfants à coups de couteau, mais c'est un suicide altruiste parce qu'en fait, il ne supportait pas la séparation. Donc, il a protégé ses enfants contre cette terrible séparation. Je trouve ça fou que des médias puissent encore parler de cette manière-là. Et alors, on s'est battu, par exemple, que les féminicides s'appellent des féminicides et non pas drame familial, crime passionnel. Alors, ça continue, mais quand même, il y a une évolution. Il y a certains médias qui commencent quand même à changer... On va en parler justement. Donc c'est pas désespérant. On va en parler justement de ce rapport aussi des médias aux questions de genre aussi, mais plus général, et sur les questions de violences faites aux femmes. Mais là, tu parlais aussi des moyens d'action, par exemple avec le boycott des cérémonies de Miss Belgique, des collages féministes, sur le fait de véhiculer son féminisme un peu dans la vie de tous les jours. On le disait aussi, toi, Amal, par exemple, tu te sers beaucoup de ton réseau social Instagram. Pour parler, tu parles notamment, toi, beaucoup de sexualité d'une manière assez pédagogique. Tu l'utilises comme un outil pédagogique aussi, finalement. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est le premier but, quoi. Est-ce que, par exemple, là, toi, donc, tu parles... tu le diras mieux que moi, je ne veux pas parler à ta place, mais donc, tu parles de manière assez décomplexée aussi de la sexualité, de manière assez pédagogue. Est-ce que c'est quelque chose qui, par exemple, parler de sexualité de manière décomplexée, c'était quelque chose qui était possible déjà avant, ou est-ce que ça fait partie aussi des évolutions permises par les réseaux sociaux, de pouvoir en parler de manière beaucoup plus libérée qu'avant? Quand même, dans les années 70, on a commencé à en parler. Enfin, quand on regarde le petit livre rouge des femmes, qui était sur le modèle du petit livre rouge, mais un peu beaucoup différent, on parlait beaucoup de sexualité déjà et du plaisir. Peut-être que c'était moins ouvert parce qu'on venait de loin. Mais c'était dans les années 70, cette deuxième vague féministe concernait surtout le corps. Donc il y avait les questions de contraception, d'avortement, qui étaient vraiment au centre de ce qu'on appelle maintenant l'orientation sexuelle. Donc les lesbiennes ont commencé vraiment à se montrer, à s'exprimer. Donc effectivement, on parlait de sexualité. Mais probablement, les jeunes aujourd'hui, on parle d'une manière beaucoup plus ouverte. Ça, c'est clair. Je trouve que ça fait du bien, quoi. Mais parce que la question que je me pose aussi, moi, par rapport à ça, c'est je me demande, est-ce que c'est plus facile, c'est assez large, et c'est vrai que ça mérite sûrement beaucoup de nuances, mais est-ce que c'est plus facile d'être féministe aujourd'hui, selon vous, plutôt qu'il y a au début de toi, ton mouvement féministe des années 70, par exemple? Est-ce que tu as l'impression que c'est plus facile d'être féministe aujourd'hui qu'hier et qu'il y a 30 ans, par exemple? Je ne sais pas si c'est plus facile, c'est peut-être... Enfin oui, les jeunes peuvent difficilement comparer. Je pense qu'il y a eu, comme je disais tout à l'heure, il y a eu un creux de la vague où c'était effectivement pas très facile, je dirais les années 80-2000.
où on était systématiquement ridiculisé, puisqu'il n'y avait plus ce grand mouvement. Et que par contre, le discours, on continuait à le tenir, et puis c'était vraiment avec quoi est-ce qu'on vient. Et le fait qu'il y ait un renouveau, c'est plus facile pour nous aussi, comme pour les jeunes. Maintenant, je ne pense pas que c'est vraiment devenu facile. Si tu veux, nous, on venait après le mouvement de mai 68, qui était déjà un mouvement qui parlait beaucoup de sexualité, mais en mai 68, la sexualité, c'était la sexualité des mecs. Et en plus, avec l'idée, maintenant qu'il y a la contraception, tu n'as plus aucune raison de refuser de coucher avec moi, puisqu'il n'y a plus de risque. Et ça, c'est un discours qu'on a beaucoup entendu et que des femmes ont eu beaucoup de mal à contrer aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a eu... Donc, encore une fois, je n'aime pas tellement le mot facile, parce que mais je crois qu'aucun militantisme n'est jamais facile, parce qu'il est forcément toujours minoritaire. On ne va jamais voir 8 millions de Belges dans la rue pour un motif quel qu'il soit. Donc, à part la marche blanche, et encore, c'était 300 000. Donc, je crois qu'un militantisme, et surtout au long cours, c'est jamais quelque chose de facile. Mais ça devient quand même un peu moins difficile qu'il y a une dizaine d'années. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Amal, se proclamer féministe, par exemple? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est facile, ou est-ce que c'est toujours lié à des retours, des critiques Oui, bien sûr, c'est toujours la meuf lourde en soirée qui va gâcher l'ambiance. Oui, bien sûr. C'est parce que les pressions sont différentes, mais elles restent quand même là. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce truc de « Ah, t'es la meuf lourde avec ton histoire et tout ». Donc, si, je pense que c'est compliqué dans le sens où, c'est comme disait très bien, c'est toujours une minorité. Donc, dans tous les cas, si t'es pas avec tes copines qui ont les mêmes valeurs que toi, c'est assez compliqué. Oui, ça reste quand même compliqué d'être féministe, oui. D'ailleurs, quelque chose qui m'intéresse aussi là-dessus sur le féminisme et être féministe, c'est la question de la radicalité aussi. Parce que sur les réseaux sociaux et comme dans la société aussi en général, il y a une critique qui revient souvent sur les personnes féministes, c'est qu'on leur reproche parfois, on les taxe d'être trop radicales. Alors bon, sans trop savoir non plus toujours ce que ça veut dire, mais c'est parfois un reproche que l'on peut formuler. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui date aussi depuis longtemps? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà entendu depuis le début de ton combat féministe aussi? Est-ce qu'on te l'a déjà reproché? Est-ce que tu as déjà aussi eu ces critiques-là de te dire, par exemple, tu es trop radical? Oui, on m'a une fois demandé féministe engagée ou féministe enragée. Je réponds les deux. Mais ça dépend comment on prend le mot radical. Je crois que radical, ça veut dire à la racine. Donc oui, dans ce sens-là, je me définis tout à fait comme une féministe radicale. Maintenant, les féministes radicales, c'est aussi une tendance qui se définissent comme telle. C'est une des branches, une des sensibilités féministes dans lesquelles je ne me reconnais pas toujours, mais ça n'a pas d'importance. Je veux dire, le côté radicalité dans le sens de prendre les problèmes à la racine, ça oui, je m'y reconnais bien sûr. C'est pas du tout une insulte. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Amal? Exactement la même chose. Pour moi, c'est de l'étymologie, en fait. C'est que radical, ça signifie juste de la racine. Donc oui, radical. Après, ça veut dire quoi? Les gens qui posent cette question, c'est rarement bienveillant. Est-ce que tu es radical? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu acceptes un violeur ou 10? Enfin, tu vois, c'est bizarre comme question. Soit tu es à fond, soit tu... Enfin, je connais pas de féministe à moitié. Alors, on peut avoir plusieurs... c'est même culturel, personnel. Il y a des choses que tu vas plus comprendre que d'autres parce que comme tout être humain, tout est subjectif au final par rapport aux expériences que tu vis. Mais je pense que, oui, le féminisme, voilà, il y a... Le féminisme, ok, et après il y a plusieurs catégories, on va dire, genre plusieurs choses qui vont venir, et chacun va plus se reconnaître dans ça, d'autres plus dans ça, mais c'est pas pour ça que, sinon ça serait pas du féminisme, si on crachait sur ceux d'à côté, non, c'est pas possible, il y a peut-être un seul type de féminisme dans lequel j'adhère pas du tout, c'est le white femme. Donc c'est les féministes uniquement blanches. Donc c'est être au même niveau que l'homme blanc, tout sur le dos des femmes racisées. Ça, je pense, c'est vraiment le truc dans lequel j'adhère pas. Mais sinon, après, le but, c'est quand même, c'est que c'est la sororité, c'est ça qui nous relie. Donc voilà. Et la radicalité, elle s'exprime aussi parfois dans le discours féministe, et donc ça peut être aussi sur les réseaux sociaux. On devient radical, c'est-à-dire qu'à force d'utiliser tous nos arguments, je pense qu'à un moment donné, faut pas oublier que le militantisme, c'est fatigant. Le militantisme, c'est épuisant. J'en parle beaucoup avec Anna Toumazov, qui est aussi une militante féministe belge, qui a d'ailleurs mené plusieurs hashtags, etc. Et en fait, il faut pas oublier que le militantisme, quand tu sors d'une manif comme Balance ton bar, on a mis 2 semaines à s'en remettre, c'est que c'est quand même très lourd psychologiquement. Donc en fait, c'est que tu te radicalises avec le temps, c'est que toi-même tu te remets en question, toi-même, etc. Et
Et tu as de moins en moins la force d'expliquer aux gens. Donc oui, tu te radicalises aussi par nécessité, en fait, de juste à un moment donné dire non, tu fais exprès, quoi. Tu comprends que les gens veulent pas comprendre, en fait. Est-ce que en se radicalisant ou du moins en s'exposant, et tu disais par exemple avec Balance ton bar, donc par exemple donc en organisant aussi des manifestations, en prenant la parole en public, donc en s'exposant, est-ce que on s'expose aussi de fait à plus d'attaques, plus de critiques également? Bien sûr, faut pas oublier que pour Balance ton bar, on avait préparé nos discours et il y a quasiment personne qui a respecté son discours. Ça a été une manif très très forte parce qu'en fait, elle était animée par nos histoires personnelles. Donc c'était la militante qui se mélangeait à la personne parce que parfois t'as pas le choix. Donc on a toutes raconté nos expériences de viol, d'agression sexuelle. Donc c'est quand même quelque chose, oui, qui... cette manif-là, elle était vraiment impressionnante. J'en ai fait plein, mais celle-là, elle était vraiment marquante parce que c'était vraiment un cri, quoi, du cœur. Donc oui, bien sûr. Mais c'est une illustration d'un slogan des années 70 qui est « Le privé est politique ». C'est une belle illustration. C'est ça, totalement. Il y a aussi la question qui se pose de celle de rendre audible son discours, parce que c'est aussi un challenge parfois de venir... Alors là, par exemple, là, on est ce soir dans une émission au sein d'un média télévisé, une chaîne de télévision LN24, voilà, ensuite sur une émission sur Twitch, mais d'une manière plus générale, il y a la question de rendre audible son discours dans la société publique, dans la société actuelle et dans les médias. Est-ce que c'est une question que vous vous posez aussi, vous, tous les jours ou pas, de se dire par exemple comment est-ce que je rends audible mon discours? Est-ce que j'ai par exemple plus intérêt à dire des choses plus fortes qui peuvent choquer parfois certaines personnes qui sont pas forcément assez éduquées sur les questions du féminisme ou des questions de genre en général, ou est-ce que vous vous dites il faut en effet aussi choquer pour les faire changer, ou est-ce qu'il faut pas trop en faire pour essayer d'être assez audible? Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui. Comment est-ce que tu te situes par rapport à ça, toi, moi, pour avoir fait beaucoup de plateaux télé, etc., généralement, je prends rarement des pincettes parce que, en plus, la dernière fois, je faisais un throwback de mes interviews et je prends de moins en moins de pincettes. J'ai remarqué que ça se dégrade. Ça promet aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ça se dégrade vraiment avec le temps. Mais non, je pense que... En fait, ça dépend. Mais ça se dégrade, mais ça dégrade... Ça se dégrade, ça veut dire c'est vrai que c'est péjoratif, on dirait. Non, mais ça veut dire que dans le sens où il y a des questions où j'arrive à comprendre qu'elles sont posées avec une arrière-pensée derrière, je le sais, je suis pas bête. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des plateaux télé où en fait, oui, on prend la parole, mais oui, c'est pas qu'on choque. Si ça te choque, c'est que tu as une éducation à faire et c'est pas grave. Moi aussi, il y a plein de sujets dans lesquels je m'éduque. J'ai pas la science infuse, il y a plein de choses que je sais pas et au contraire, voilà, tant mieux. Sinon, voilà, ça serait triste à 26 ans, enfin voilà. Mais c'est juste que j'estime qu'en 2022, on a quand même tellement crié, que ça soit les générations d'avant, que c'est tellement clair. Enfin, les librairies sont remplies de livres féministes abordables. Il y a tellement de choses que je peux pas croire que tu en as jamais entendu parler. C'est que c'est un choix. C'est que ta place dans ce système patriarcal te plaît un peu pour vouloir y rester. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Je veux dire, tout le monde sait c'est quoi le féminisme, tout le monde. Et les femmes sont... Franchement, j'ai pas rencontré une femme qui me dit genre « Ah non, moi je suis pas féministe depuis... un an presque, je pense. Donc tu dates des mecs si t'es hétéro, donc tu sais très bien que tu vas leur expliquer. Donc pour moi, non, oui, il faut... Enfin, c'est pas qu'il faut choquer, c'est qu'ils sont choqués. Moi, je fais pas exprès de choquer. C'est toi qui es choqué de... Pas, quand je dis toi, je parle... Oui. Voilà. C'est toi qui es choqué. Donc c'est à toi de faire ton travail, c'est pas à moi. Est-ce que vous avez l'impression que dans les t'as peut-être quelque chose Oui, mais la semaine passée, j'ai interviewé une autrice québécoise qui s'appelle Martine Delvaux et qui disait qu'elle a écrit notamment un livre qui s'appelle Le Boys Club, qui dit bien ce que c'est. Et elle disait qu'elle en a marre de devoir expliquer et qu'elle dit maintenant... Alors, évidemment, ça dépend à qui on s'adresse. Quand je parle à des femmes, j'ai donné à un certain moment des cours de français langue étrangère. Bon, c'est clair que je leur parle pas du clitoris le premier jour... Enfin, le deuxième non plus d'ailleurs. Donc, j'adapte un peu mon discours aux personnes qui sont devant moi. Mais par contre, il y a des hommes qui, très clairement, veulent qu'on leur explique, et qu'on leur réexplique, et qu'on leur réexplique. Et Martine Delvaux, donc l'autrice que j'ai rencontrée, a dit « Maintenant, j'en ai assez d'expliquer. » Et je leur dis « Si vous voulez savoir... » Il y a effectivement, comme tu dis, il y a plein de livres. Donc, informez-vous. Après, on pourra discuter. Mais en fait, vous nous ralentissez. Et je ne veux plus que vous nous ralentissiez. Et je crois vraiment que cette idée, ne plus perdre notre temps à des explications, alors qu'ils peuvent parfaitement comprendre tout seuls. Donc, moi, je ne suis pas encore sur TikTok ou Instagram. C'est trop moderne pour moi. Mais je suis beaucoup sur Facebook. Et sur Facebook, à certains moments... où il y a de nouveau ces questions, oui, mais est-ce que tu ne crois pas que... Je leur dis, mais lisez. Éventuellement, je leur donne des références, des liens, mais je crois qu'on ne commence pas à expliquer, parce que c'est fatigant. Quoi. Et actuellement, dans les médias, est-ce que vous trouvez que les discours féministes et les personnes qui sont interrogées, qui ont la parole, est-ce que c'est assez représentatif? Et est-ce qu'elles véhiculent
d'une manière assez générale, est-ce que selon vous dans les médias est représenté un féminisme qui vous va, avec qui vous trouvez c'est ok ce qui est dit, ce qui est véhiculé, ou est-ce qu'il y a encore des efforts à faire aussi dans les médias? Moi, il y a une chose qui me frappe ces derniers temps et qui est quand même assez préoccupante, parce que j'avais l'impression que les médias avaient quand même avancé. Et il y a toute une série d'hommes, et malheureusement aussi des femmes, qui écrivent des livres ouvertement antiféministes. Alors je pense à Emmanuel Todd, je pense malheureusement à Tristan Banon, qui a écrit un livre qui s'appelle La paix des sexes, où vraiment son propos central, enfin j'ai pas lu le livre, mais en tout cas en l'écoutant dans les médias, son propos central, c'est vraiment de démolir ce qu'elle appelle les néo-féministes, donc les féministes d'aujourd'hui. Et c'est marrant parce que tout le monde se réfère tout à coup à Simone de Beauvoir, même Emmanuel Todd, il dit ça c'était le bon féminisme, quoi, hein, c'était le bon vieux temps, pauvre Simone de Beauvoir, je sais pas si elle a une tombe ou si elle peut se retourner dedans, mais en tout cas... on oublie comment le deuxième sexe a été reçu en 1949, où il s'est vraiment fait insulter. Mais maintenant, c'est très bien. Mais donc, la façon dont les médias donnent la parole, mais très très largement, à ces discours hier à Raphaël Enthoven aussi, vraiment d'une manière, en ne donnant pas un contre-discours, c'est-à-dire en les invitant pas, enfin ça dépend quel média. Hein. Oui. J'ai vu un débat avec... Titio Lecoq et Emmanuel Todd quand même. Mais d'une très manière souvent, générale... Très souvent, à la RTBF, j'entends souvent, sur LN24, je ne sais pas si vous l'avez invité, mais en tout cas, Emmanuel Todd, il passe vraiment partout, sur tous les plateaux, souvent sans aucune contradiction, et pour raconter quand il dit que le patriarcat n'a jamais existé, chez nous, hein, parce que dans les autres, enfin ailleurs oui, mais pas chez nous, c'est dingue quand même. Comment est-ce qu'il peut dire que l'égalité est déjà là? Et ce discours-là, on l'entend quand même beaucoup. Donc les médias qui ont fait un pas grâce à MeToo, je trouve que pour le moment, il y a une espèce de contre-offensive et que les médias donnent vraiment largement la parole, et ça m'interroge quand même, ça m'interpelle. Mais c'est vrai que là-dessus, le néo-féminisme, si on peut catégoriser comme ça pour dire en fait la nouvelle génération de féministes, est beaucoup attaquée, et dans les médias aussi. Ouais. Parce que c'est vrai que voilà, des termes comme le wokisme par exemple, ça a été inventé aussi pour attaquer le discours de ces nouveaux féministes. Oui, totalement. Bah oui, c'est ce qui se passe. Enfin, et même quand on se dit qu'on fait... On travaille, oui, parce que c'est quand même une charge mentale. On est en train de militer, d'essayer de porter des messages, et qu'on voit Éric Zemmour toute la journée à la télé. Oui, ça nous fait chier, parce que c'est pas normal, en fait, juste qu'on écoute ses paroles et qu'il y ait des gens qui soient d'accord. C'est juste, on se dit, mais en fait, il faut encore plus se battre, quoi. Donc, en même temps, j'ai l'impression que la liberté d'expression, elle a été du côté féministe, mais aussi de l'autre côté, en fait. En même temps que nous, on pouvait encore plus parler, eux pouvaient encore plus rétorquer. En fait, c'est ça qui fait que les deux camps ont la liberté d'expression, mais c'est que nous, on défend pas des agresseurs, quoi. Et qu'est-ce que tu te dis, toi, par exemple, quand tu vois des Éric Zemmour ou d'autres personnes anti-féministes, on va dire, qui sont dans les médias? Est-ce que tu te dis, par exemple, il faut que nous, on reprenne notre place, il faut qu'on reprenne la place pour rééquilibrer la balance? Ou est-ce que tu es plutôt tenté de te dire, ok, ils donnent la parole à ces gens-là, j'abandonne ce terrain-là, nous, on a d'autres terrains, par exemple, les réseaux sociaux? Non, on se dit pas, oui, j'abandonne. Enfin, en fait, ça veut dire quoi, abandonner le féminisme? Ça veut dire fermer les yeux sur des viols, des violences conjugales. Non, abandonner certains terrains. Certains terrains. Mais en fait, c'est pas possible. En fait, j'ai l'impression, parce que en fait, ça devrait être illégal d'être antiféministe. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, c'est comme si on disait, mais en fait, oui, vous pouvez bâcler le consentement, vous pouvez frapper votre femme. Enfin, en fait, c'est ça, être antiféministe. Donc même que tu sois contre les poils, franchement je m'en fous, voilà, donne ton avis, enfin voilà. Mais on parle vraiment des bases du féminisme, c'est-à-dire la protection des femmes dans la rue, dans leur foyer, puisque la plupart des agressions sexuelles se font dans le foyer. C'est ça en fait le problème, c'est que quand on donne la parole à un Éric Zemmour, en fait, on donne la parole à l'antiféminisme qui dit limite violez votre femme, allez-y, y a pas de problème. En fait, c'est ça le problème profond, c'est que c'est pas les mecs avec un faux compte en mode les poils c'est dégueulasse, ça nous atteint pas. Bon, les poils c'est dégueulasse, enfin épile-toi, tu vois, c'est pas un problème, tu vois. Mais le truc c'est que c'est vraiment de l'autre côté, tu vois, c'est l'avortement, enfin tu vois, c'est toutes ces choses qui prouvent que ils viennent en fait cracher sur le travail qu'on fait depuis des années. Mais c'est un travail compliqué, puisque c'est reformater la société. C'est pas juste dire à ton pote ouais, tu devrais demander à ta meuf si elle veut ou pas. Non, c'est reformater la société. Et donc il y a tout ce reformatage, il y a eu un pic, et puis on voit Éric Zemmour toute la journée à la télé. Oui, c'est compliqué. On a une question dans le chat, une question assez large mais intéressante en même temps, et donc je vais vous la poser à toutes les deux. Quels sont les combats qui ont été gagnés et quels sont ceux qui restent à mener? Ceux qui ont été gagnés, y en a beaucoup, je trouve, quand même. C'est quoi, par exemple, pour toi, les plus importants? Ceux qui te viennent à l'esprit plus spontanément?
ça me vient, c'est que ce qui me vient le plus spontanément, c'est le concept de consentement. Moi, j'ai demandé à ma mère, elle n'avait jamais entendu parler de ça, elle a 46 ans. Donc le consentement, c'est quelque chose, quand je dis consentement à lui ou à lui, il va comprendre, quoi. C'est déjà... Ouais, maintenant voilà. c'est beaucoup plus installé dans la société. Oui, voilà. Et c'est que, oui, je pense qu'il y a une sorte de sororité aussi entre meufs. Enfin, il y a vraiment un truc qui s'est créé comme un mur, en fait, comme ça. Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de combats qui ont été gagnés, même dans les mentalités. On le voit dans la façon de parler des gens. Il y a des choses que je dis aujourd'hui que j'aurais jamais pu dire il y a quelques années ici. Enfin, voilà. Oui, je pense qu'il y a des combats qui ont été gagnés dans la façon d'aborder certains sujets, oui. Oui, je pense que oui. Oui, il y a peut-être... Alors, je crois effectivement qu'il y a des choses qui ont été gagnées, d'autres qui sont encore à gagner. Mais il y a une chose qui me paraît importante, c'est que c'est vrai que grâce au combat féministe, il y a une série de femmes qui ne se définissaient pas forcément comme féministes, qui ont réussi à arriver à des postes dont elles n'auraient jamais pu rêver dans les années 70. Je veux dire, être première ministre, être chancelière, parce que le jour où il y aura une présidente en France, alors j'espère que non, parce que franchement, Marine Le Pen ou Valérie Pécresse, c'est chaud. Bon, j'aime autant que ce ne soit pas elle. Mais il y a vraiment eu une possibilité de briser ce fameux plafond de verre, même si dans le monde économique, là où il y a le vrai pouvoir, il y a encore beaucoup de choses. Mais ce côté-là, c'est important parce que ça peut montrer aux petites filles que tout leur est ouvert, qu'elles peuvent devenir astronautes, femmes politiques. Mais ce qu'il y a, c'est que il y a quand même toute une série de femmes qui sont toujours... Alors, on parle donc du plafond de verre, moi je parle beaucoup du plancher collant. Donc des femmes qui sont toujours au bas de l'échelle sociale et qui n'ont aucune chance d'en décoller. Je pense aux titres-services, je pense aux caissières des grands magasins, à des aides-soignantes, à du personnel vraiment au bas de l'échelle dans tout ce qui est médical. Donc, il reste ces combats-là qui ne sont pas toujours visibles parce que ce ne sont pas les femmes qu'on entend. Et donc, le discours est maintenant, politiquement, économiquement, socialement, les femmes ont avancé, ce qui est clair, oui, bien sûr. Mais certaines femmes, donc on a ouvert la porte à certaines femmes. Et moi, j'ai l'impression, et ça, c'est une grosse préoccupation, c'est qu'en fait, on n'a pas du tout voulu ça, mais c'est un effet secondaire indésirable, c'est que les inégalités entre femmes ont augmenté. Et qu'elles ne sont pas toujours prises en compte, y compris par celles qui arrivent tout en haut. Et ce qui reste à faire, comment est-ce qu'on fait pour réussir à remédier à cela finalement ? Est-ce que ça passera par des choix politiques, de personnalités politiques ? Est-ce que ça passera, et ça devra continuer de passer aussi par la rue, par des manifestations, etc. Bien sûr. Est-ce que ça passera par plus potentiellement de radicalité ? Peut-être potentiellement de plus de violence ou pas ? C'est une question aussi que je voulais un peu aborder avec vous, c'est est-ce que le féminisme et les combats féministes, s'ils veulent vraiment avoir un impact, s'ils veulent avoir des répercussions sur la société, est-ce que ça doit être violent à un moment donné ? Oui, ça dépend. La question de la violence dans le militantisme est très large. Ça veut dire que la violence, pourquoi ? Parce que oui, quand on est en manif et qu'on dit oui, on est en colère, c'est aussi de la violence. C'est de la violence mentale, en fait, de ce qu'on subit. Et après, oui, ça passe parfois par de la violence qui peut être dans nos propos, qui peuvent être très cash, etc. Mais en fait, on n'a pas le choix parce que là, pendant que nous on parle, il y a des femmes qui sont en train de se faire violer. Là, on est en Belgique, voilà. Il y a quand même des femmes qui sont violées, mais je veux dire, moi, je suis marocaine. La réalité au Maroc, elle est très, 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 très loin de ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, on est dans le même monde, mais dans deux pôles totalement différents. Donc, oui, ça peut être violent parfois. C'est le militantisme. Parfois, oui, pas la violence physique, etc. Mais je veux dire, oui, ça peut être violent et ça peut être perçu de façon violente par certaines personnes. Mais parfois, t'as pas le choix. C'est que tu vas pas faire bouger les choses en disant oui, s'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien arrêter de violer les femmes ? C'est que t'es obligé malheureusement de remettre les pendules à l'heure et parfois avec des propos qui peuvent être violents, oui. Selon toi, on peut plus convaincre en étant violent, choquant, plutôt qu'en restant plus gentil. Mais je me demande même si notre but c'est de convaincre, parce que voilà, il y a des personnes, je pense pas qu'un jour on verra en manif Éric Zemmour, c'est dans le sens où il y a des personnes qui ne changeront jamais. C'est la protection. Oui, bien sûr, les personnes qui changent jamais, mettons-les de côté, mais par exemple, comment est-ce qu'on fait pour convaincre plus de monde, pour qui... C'est éduquer, c'est de la pédagogie. C'est comme moi, j'ai toujours détesté les maths et puis je suis tombée sur une super prof qui m'a donné envie d'en savoir plus. Mais c'est parce que je me suis rendu compte que oui, les maths c'était pas pour les garçons, c'était aussi pour les filles. Donc
c'est la prison mentale dans laquelle on a mis les femmes et les hommes aussi, parce que le patriarcat, ça rend pas service aux hommes, c'est ce qu'on leur fait croire, mais pas du tout. Enfin, je donne un petit exemple, mais un homme, quand il a envie de pleurer, limite, il doit se cacher, enfin, c'est honteux. Ça, c'est des petites répercussions sur le patriarcat, mais qui agissent sur le schéma de construction quand on est un homme dans la société, et qu'en tout cas, on se sent homme. C'est que oui, je pense que oui, enfin, on va pas convaincre, mais on va éduquer. Et qu'à force, en fait c'est simple, c'est qu'on prend un mec qui pense avoir le pouvoir, etc. Il va 5 fois en date dans la semaine et les 5 meufs se montrent féministes. Au bout d'un moment, il va devoir s'y intéresser parce que, en fait, c'est qu'on leur met des bateaux dans les roues à un certain moment, en fait, tout simplement. C'est que t'es misogyne, ta boss, c'est une femme, tu fais quoi? Tu postules pas, mais si l'entreprise que tu veux, c'est une femme, tu vas devoir changer ton... Donc, en fait, à un moment donné, c'est les mettre au pied du mur, comme ils font quand ils agressent et ils violent et tout ça, quoi. Quel est ton regard, toi, Irène, sur aussi la question de la violence? Moi, je crois beaucoup au pouvoir de l'humour. On dit beaucoup les féministes n'ont pas d'humour. Elles n'ont pas d'humour parce qu'elles refusent de se moquer d'elles, enfin, qu'on se moque des femmes. Mais la plupart, enfin, peut-être pas la plupart, mais beaucoup d'actions féministes, justement, ont été très drôles. Les slogans féministes. Moi, j'adore un slogan comme une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette. C'est merveilleux, quoi. C'est totalement surréaliste. Et alors, sur la violence, il y en a un qui va non plus, qui est les femmes sont comme les pavés, à force de leur marcher dessus, on les reçoit dans la gueule. C'est violent dans ce qu'on dit. Maintenant, bon, la violence physique, c'est autre chose, mais donc, ça dépend de ce qu'on appelle violence. Oui, c'est vrai que quand on s'exprime d'une manière un peu radicale, on dit, oula, c'est vrai, c'est violent ce que vous dites. Mais à un certain moment, c'est vrai qu'on doit réagir. Bon, moi, à Garance, on fait de l'autodéfense féministe. Alors, le but, effectivement, n'est pas de gagner contre un homme, c'est de le mettre hors d'état de nuire suffisamment pour pouvoir se mettre à l'abri. Et donc, effectivement, il y a parfois, l'autodéfense physique, ça peut être violent. Et les femmes ont beaucoup de mal à utiliser la violence. Donc on s'est rendu compte à Garance, tout le monde sait que si on enfonce les doigts dans les yeux de quelqu'un, il est un peu hors de combat. Mais c'est très difficile à faire en fait. Même quand un homme te menace, c'est quelque chose qui est dur. Donc on ne dit pas qu'il faut crever les yeux de tous les hommes, parce que je méfie des propos, le côté pas tous les hommes et pas toutes les femmes. Donc au niveau de la violence, il y a une violence d'autodéfense qui effectivement peut être nécessaire. Maintenant, quand c'est pour convaincre ou pour la pédagogie, comme tu disais, je crois vraiment que l'humour est une arme fondamentale, à la fois pour avoir des alliés, parce que les gens rient, et puis à la fois un peu parfois pour ridiculiser les adversaires qui sont parfois ridicules, il faut bien le dire. Moi, j'aime bien le slogan qui dit ne me touche pas, je m'en occupe. Oui, c'est ça. Voilà. Mais c'est magnifique, quoi. Donc il y a vraiment des slogans qui sont d'une très grande force. Le temps passe très très vite, mais je voudrais juste terminer sur un tout petit point, parce que c'est un terme qu'on s'était promis de mentionner, qu'on n'a pas encore rementionné depuis, c'est le terme intersectionnel, qui illustre aussi l'évolution du féminisme. L'intersectionnalité, c'est analyse les rapports de pouvoir et de domination via leurs multiples dimensions, de genre, de sexualité, de couleur, de classe. C'est aujourd'hui de plus en plus important dans le néo-féminisme aussi qu'on mentionnait, le féminisme des nouvelles générations. Est-ce que c'était le cas à tes débuts, toi Irène, ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment apparu plus tard, et quel est ton regard là-dessus? Alors, ce n'était pas du tout le cas au début. Alors, je suis assez critique avec ma génération. C'est que dans les années 70, le féminisme était clairement un mouvement de petite bourgeoisie intellectuelle, disons. Et qu'on était ouverte, mais la première maison des femmes à Bruxelles, c'était à Saint-Josse, donc en plein quartier immigré. Mais il n'y avait pas beaucoup de femmes immigrées qui rentraient. On disait pourtant la porte est ouverte, elles peuvent rentrer. Mais on ne faisait absolument pas une analyse des rapports de domination entre femmes, d'ailleurs ce que je disais du point de vue de la classe, mais qui est aussi des dominations même entre hétérosexuels et lesbiennes. À ce moment-là, on préférait ne pas en parler parce que les hétérosexuels, elles se faisaient déjà traiter de mal baisées. Alors si en plus on les traitait de lesbiennes, ça aurait été encore pire. Donc effectivement, les rapports de domination interne, on n'en parlait pas du tout. Quand tu parlais du white féminisme, on n'était pas du tout conscient de ça. C'est quelque chose qui est venu peu à peu. Et moi, j'ai beaucoup évolué sur certaines choses, comme par exemple sur les femmes voilées. Moi, je suis très anti-religieuse. Puis j'ai commencé à connaître des personnes qui avaient d'autres problématiques et d'autres priorités. Et je pense vraiment que c'est quelque chose qui est fondamental aujourd'hui. C'est de se dire, nous n'avons pas forcément la vérité absolue.
Et on peut se rendre compte que d'autres, pour d'autres, il y a des choses qui sont importantes. J'ai participé à un colloque sur les féminismes musulmans et les afroféminismes. Et il y a des choses qui m'ont vraiment frappée, comme par exemple l'importance que donnent certaines femmes noires, je ne veux pas dire les femmes noires, au fait de reconnaître la beauté du corps noir. Alors que nous, en tant que féministes blanches, on a toujours dit, oui, toutes les revues, qu'on met un mannequin en couverture, burk, on ne veut pas de ça. Et que pour elles, c'est important parce que c'est la reconnaissance de la beauté d'un corps. Et c'est quelque chose, c'était un discours qui m'était complètement étranger, mais que j'ai dû intégrer. Donc je crois vraiment que cette attention-là, ça, c'est vraiment quelque chose de relativement nouveau et d'essentiel. Et de positif, ouais. Oui, là c'est hyper important, en fait. C'est ce qu'on appelle la triple peine. C'est donc le fait de... T'es une femme, tu te fais violer, en plus de ça, t'es une femme racisée. C'est comme les femmes voilées. Ça, on ne dit pas les femmes voilées, on dit les femmes qui portent le voile parce qu'elles ne sont pas définies que par leur voile, par exemple. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont super importantes parce qu'en tant que femme racisée, en fait, je ne sais pas si c'est par exemple le syndrome méditerranéen, je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi, mais c'est en fait le fait qu'on ait l'impression dans le milieu hospitalier, a l'impression que les personnes noires, racisées de manière générale, ont pas mal en fait, donc ça veut dire qu'on va beaucoup moins bien les soigner. Moi j'étais quand même étudiante sage-femme, j'ai fait les 4 années d'études, donc j'ai vu des médecins blancs dire non mais les noirs ils en font toujours des caisses, non mais elles portent oui voilà, non mais elles portent le voile, de toute façon ça me fait rire alors qu'elle est enceinte, enfin comme si une femme qui porte le voile ne pouvait pas avoir de sexualité. Ce que je veux dire c'est que il n'y a pas de féminisme sans femme racisée. Pour moi, ça c'est un red flag, c'est vraiment un truc, ça passera jamais. C'est quelqu'un qui me dit je suis féministe, mais non. C'est vraiment comme, je suis pas raciste, hein, mais tu vois, genre ça, c'est vraiment pour moi, t'es pas féministe du tout. C'est impossible, ça tient pas la route. Enfin, on l'a dit, et c'est pour ça que Balance ton bar, on a justement fait, pas exprès, mais c'était vraiment un de nos combats, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes racisées qui ont pris la parole ce soir-là. Et c'était le but, c'était de dire, c'est qu'on veut pas une petite noire au milieu de 15 blancs pour faire genre on est inclusif. C'est qu'aujourd'hui, les femmes racisées peuvent porter des combats tout seules. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Enfin, c'est aussi pour pour moi, ça qu'a été créé l'UFIA, j'ai l'impression, sur un exactement, peu cette exactement. L'UFIA est né dans ça, et c'est l'UFIA qui a fait Balance ton bar, dont je fais partie de l'UFIA. Et pour nous, c'était important que ce soir-là, il y a plus de femmes racisées qui parlent, parce que il faut arrêter quoi, avec une femme au milieu, enfin c'est plus possible en fait. Et on le répétera, et là je fais référence à Estelle qui tient le compte Semblant de Rien sur Instagram, donc qui était ici il y a quelques semaines. Ah, trop bien, ok, c'est une amie à moi. Et justement, elle le répète, il n'y a pas de féminisme sans femme racisée, ça tient pas la route. Si tu penses qu'à toi, t'es la définition d'un homme, c'est ce qu'ils font dans le patriarcat, c'est que eux ils sont là, les femmes sont là. Et si t'es une femme blanche et que tu veux être au même niveau que les hommes, tout en écrasant les femmes racisées, c'est du white femme, et aujourd'hui ça a plus sa place nulle part, quoi. C'est pas possible. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est un sujet qui me tend. Non, mais en même temps, ça conclut très bien nos discussions. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense Tout à fait. ça conclut bien notre émission. Ouais. C'était une bonne expérience pour toutes les deux. Oui, bien sûr. Tout à fait. En tout cas, moi, je suis très content de vous avoir accueillis ici dans la base. Merci beaucoup d'être venu. Je trouve, en tout cas, moi, j'ai trouvé la discussion très intéressante. Pareil. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venu discuter avec nous. Merci à vous aussi d'avoir suivi nos discussions, d'y avoir pris part aussi à votre manière. Le 16e épisode de la base se conclut donc maintenant. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à vous dire à lundi prochain pour le 17e épisode de la base. Bonne soirée à toutes et tous.